Alors on se dit pourquoi une nouvelle loi alors que celle qui existait semblait être celle qui convenait au plus grand nombre, Monsieur Juvin. En tout cas, celle qui s'annonce, vous la récusez. Il faut poser la question à ceux qui la défendent. Pourquoi une nouvelle loi? Oui, on se pose la question. Aujourd'hui, moi je suis médecin, vous l'avez rappelé. D'abord, tous les cas d'euthanasie que j'ai eu à régler, au sens où les gens sont venus me poser la question, ont disparu au moment où on apportait une solution, une solution. En fait, les gens ne veulent pas souffrir, évidemment, personne ne veut souffrir, il faut les prendre en charge. Il ne faut pas les abandonner. Or, la loi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle change, elle passe d'une société où on est là pour tendre la main et aider, à une société où on va régler le problème avec une potion létale. Donc c'est vrai que c'est ça que nous dénonçons. Et en plus, on nous avait dit qu'il y aurait des critères stricts pour encadrer, pour être certain, etc. En réalité, il n'y a pas de critères stricts. Vous vous rendez compte qu'on va pouvoir même faire cela chez des patients qui ont plusieurs années à vivre. Pendant plusieurs semaines, on vous a dit que c'était une loi sur la fin de vie. Pas du tout. C'est une loi sur l'euthanasie, puisque désormais, c'est plus le suicide assisté, c'est de l'euthanasie. Et dès lors que votre pronostic vital est engagé, mais y compris à plusieurs années, vous pouvez être intégré dans la loi et bénéficier, entre guillemets, de cette loi. Quelqu'un qui a un cancer du sein avec des métastases osseuses, avec les nouvelles immunothérapies, vous pouvez avoir plusieurs années à vivre, 4, 5 ans. Eh bien, en fait, dès lors que vous avez une souffrance physique, mais aussi psychologique, ou psychologique, uniquement psychologique, avec tout le caractère subjectif, vous êtes éligible, vous pouvez demander l'application de la loi. Dans les pays où l'euthanasie a été légalisée, je lis dans cette tribune, les garde-fous sont tombés les uns après les autres. Les pays où l'euthanasie a été légalisée, c'est les Pays-Bas principalement. La Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Oregon, le Canada. Bon. Qu'est-ce que vous appelez les garde-fous sont tombés les uns après les autres? Par exemple, au début, ils ont tous dit pas les mineurs. Comme nous d'ailleurs. Là, nous, c'est au-dessus de 18 ans. Et puis, on ouvre aux mineurs. Au début, ils ont dit pas les malades psychiatriques. Puis, ils ont ouvert aux malades psychiatriques. Donc, peu à peu, une fois que vous avez accepté l'idée qu'on puisse donner la mort, ce qui aujourd'hui est un interdit, à partir du moment où vous l'acceptez, eh bien, en fait, comme le principe est rompu, les conditions, elles évoluent. Parce que naturellement, il y aura toujours quelqu'un qui vous dira « mais mon cas n'est pas prévu ». Vous comprenez, la loi, elle est d'intérêt général, elle n'est pas d'intérêt particulier. Moi, en tant que médecin, je suis évidemment contre l'acharnement thérapeutique. Je suis contre l'acharnement thérapeutique. Et je ne veux pas souffrir à la fin de ma vie. On est tous d'accord. Sauf que ce qu'on nous propose, alors que les Français sont contre l'acharnement thérapeutique et ne veulent pas souffrir, on leur propose en fait l'euthanasie. Alors qu'actuellement, 1/3 des Français qui ont besoin de soins palliatifs n'y ont pas accès. Et puis, ce que vous pouvez voir dans la loi, c'est que les délais, c'est très intéressant les délais sont très courts. En fait, le médecin, une fois qu'il sera saisi de votre demande, il aura 15 jours maximum pour vous répondre. D'ailleurs, il peut vous répondre tout de suite, donc c'est 0 à 15 jours. Et vous, ensuite, vous avez un temps de réflexion. Le temps de réflexion qui est prévu dans la loi, minimum, c'est 48 heures. Et encore, la loi dit, ça peut être moins, ça peut être 0. 48 heures. Vous savez que ça va être plus facile d'obtenir l'euthanasie qu'une consultation contre la douleur. Je crois qu'une consultation contre la douleur en France, c'est entre 3 et 6 mois. Vous considérez que la loi aujourd'hui suffit? Qu'elle est parfaite d'une certaine manière? Non, elle n'est pas parfaite. Non, alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je cite souvent Charles Bietri, parce que je suis en contact régulier avec lui. Et lui est très concret. D'ailleurs, l'autre jour, on a lu une page de son livre, Maladie de Charcot, c'est une maladie particulière, parce qu'elle est évolutive, et puis, à un moment, vous vivez, bien sûr, mais vous ne pouvez plus respirer sans être intubé. Et il considère, lui, que le jour où il est intubé, c'est là que ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Bon, là, il est évidemment à ce moment-là encore conscient. Il peut vivre encore pendant quelques temps. Et il dit, mais c'est à ce moment-là que je veux que ça s'arrête. Je ne veux pas que mes enfants me voient comme ça. Je ne veux pas que ma femme me voie comme ça. Qu'est-ce qu'on lui répond à lui dans ce cas précis? Je le comprends et je lui réponds que la loi prévoit cela. Aujourd'hui, la loi Leonetti, au moment où vous passez effectivement le cap de « je ne peux plus respirer tout seul, il faut une machine pour me suppléer », c'est le cas dont vous parlez. Bien là, j'allais dire que c'est très facile, c'est terrible, parce qu'on parle de vie et de mort. Mais la loi Leonetti le prévoit. Les médecins sont saisis de votre demande. Je ne veux pas de ventilation artificielle, dit M. Bietri. Eh bien, il ne l'aura pas, et on peut l'endormir. Une anesthésie générale. C'est ce qu'on appelle la sédation profonde et continue, qui n'est rien d'autre qu'une anesthésie générale, en fait. Qu'on fait. Moi, j'en fais. Et ça, la loi le permet. La nouveauté... Et cette sédation, les gens qui nous écoutaient pensent que c'est l'euthanasie, c'est la même chose. Non, on vous endort. Mais
C'est tout un sujet, effectivement, c'est tout un débat. Mais elle va durer combien de temps, cette sédation profonde ? Eh bien, on vous endort, donc d'abord, vous ne souffrez pas. Quand vous dormez, que ça dure 1 heure ou 48 heures, ça ne change rien pour vous. Pour vous, ça ne change rien, vous dormez. C'est une anesthésie générale. Et donc, combien dure une sédation profonde et continue ? Dans mon expérience, ça dure entre une demi-journée et 2-3 jours. Au maximum, selon l'état physiologique. Si vous avez un état très dégradé, ça va aller plus vite. Mais en l'espèce, vous pensez que quelqu'un qui est encore j'allais dire en forme, c'est pas le mot qui convient, mais cette sédation profonde, si vous l'administrez à quelqu'un précisément qui ne peut plus respirer, il va pas mourir dans les 12 heures. Et il va arrêter peu à peu de respirer parce que les anesthésiques généraux, les médicaments que nous utilisons, qui vous endorment, ont aussi une propriété qu'ils baissent la respiration. Et effectivement, il y a tout un débat d'un certain nombre de gens qui n'ont jamais vu, qui n'ont jamais pratiqué, qui vous disent « mais en réalité, vous tuez les gens ». En fait, c'est vrai, on accélère le processus mortifère. Mais on ne fait. La question de l'intentionnalité est importante. Je ne le fais pas pour tuer les gens. Je le fais pour les soulager. Je le fais pour qu'ils ne se rendent pas compte, pour qu'ils s'endorment. Et ça change tout. Vous savez, je veux dire, puisque chacun parle de ses expériences personnelles, on est tous marqués par ça. Moi, il se trouve que j'ai pratiqué la sédation profonde et continue chez mon père. C'est moi qui l'ai endormi. C'est moi qui l'ai endormi. Je n'ai pas conscience. Je n'ai pas le sentiment d'avoir tué mon père. Je l'ai endormi et il a dormi paisiblement pendant 1 jour ou 2, puis ça s'est arrêté. Je ne l'ai pas tué, je l'ai endormi et je l'ai soulagé. C'est tout à fait différent. Alors, à votre avis, pourquoi Charles Bietri, et je prends cet exemple, pourquoi ne souhaite-t-il pas, pourquoi dit-il toujours que cette solution ne le convainc pas, ne lui convient pas ? Mais je l'ignore, j'en parlerai très volontiers avec lui. Les gens qui ont la maladie de Charcot, j'ai regardé les chiffres, 1/3 des gens qui ont la maladie de Charcot, simplement, ont accès à un médecin de soins palliatifs. 1/3. Moi, je suis persuadé d'une chose, c'est si l'accès aux soins palliatifs, avec une discussion très en amont, était possible pour tous les malades de la maladie de Charcot, ça changerait la donne. Parce qu'en fait, on leur expliquerait. Vous savez, vous êtes dans l'inconnu, vous ne savez pas comment ça se passe. Si, dès que votre maladie est déclarée, vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un... Je pense qu'il a pris des renseignements. Ouais, mais qui vous dit, voilà les étapes, et voilà ce qu'on peut faire. Je pense qu'il le sait. Bon, eh bien, je vous le dis, aujourd'hui, chez quelqu'un qui a une maladie de Charcot, qui a du mal à respirer, eh bien, on l'endort tout simplement, paisiblement. Vous avez vu que la haute autorité de la santé juge impossible, faute de consensus médical, c'est une dépêche qui est datée de 11h33, de déterminer qui pourrait bénéficier d'une aide à mourir en se basant sur un pronostic vital engagé à moyen terme ou sur une phase terminale de maladie. Mais elle suggère de prendre en compte la qualité du reste à vivre de la personne. Très attendu, son avis sollicité par le ministre de la Santé et publié mardi va alimenter les débats sur l'évolution de la législation sur la fin de vie qui doivent reprendre le 12 mai dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Cet avis dit essentiellement qu'il n'y a pas de critères stricts. On nous avait dit qu'il y aura des critères stricts. Je me souviens du président de la République qui avait dit ça. La haute autorité vous dit qu'en réalité tous les critères qui existent ne sont pas stricts. Il y aura que prévoit la loi. Elle prévoit que toute maladie grave, incurable, avec le pronostic vital engagé, sans dire quand, et qui a des souffrances, y compris psychologiques seulement psychologiques, est éligible. Donc, quelqu'un qui a par exemple une dialyse, parce qu'il est dialysé, son rein ne fonctionne pas, il a une maladie grave, incurable, par définition, pronostic vital engagé, parce que vous arrêtez la dialyse, vous mourrez en 15 jours, eh bien, si lui a des souffrances psychologiques intolérable, qu'il considère comme intolérable, c'est très subjectif, il est éligible. Donc en fait, aujourd'hui, on a un champ immense. Et puis il y a d'autres choses qui me choquent. Par exemple, vous savez que ça va pouvoir se faire en prison ? En prison. Mais est-ce qu'il y a un endroit dans le pays où on est moins libre qu'en prison ? Et en prison, vous aurez la possibilité, si vous entrez dans les critères d'une maladie grave, etc., de demander l'euthanasie. Or, vous savez, en prison, on se suicide. Non, moi, je pense qu'on est dans une situation où ma crainte, c'est qu'il y ait des demandes d'euthanasie par défaut d'accès aux soins palliatifs, par défaut d'accès au psychiatre, par défaut d'accès à la consultation de la douleur. Et il y a un dernier point qu'il faut que les gens comprennent, parce que ça a été prouvé. Dans l'Oregon, qui se suicide ? C'est qui ? Ce sont les plus pauvres, les plus modestes, les plus seuls. Tout simplement parce que quand vous êtes riche et entouré, la vie est plus facile, même la fin de vie, que quand vous êtes seul et pauvre. Et donc, c'est une loi qui est faite par des gens riches et inquiets, et qui va s'appliquer à des gens pauvres et seuls.